Après l'agression de la République démocratique du Congo par le mouvement du 23 mars, soutenu par le Rwanda, devrons-nous aujourd'hui privilégier le dialogue? C'est en tout cas, c'est ce que pensent certains acteurs politiques. La question est également sur la table ce soir avec nous, avec le député Paulin Odiane. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir, madame. On se pose la question finalement, quand est-ce que cette agression prendra fin? Bon, merci beaucoup pour la question, madame. Je crois que notre pays, depuis un certain temps, est sous le choc de la déstabilisation orchestrée par nos voisins. Et personne n'ignore que c'est le Rwanda qui est plus considéré comme chef d'orchestre de tout ce qui se passe à l'est du pays. Et parler de dialogue, je me pose énormément de questions sur les sujets à traiter lors de ces dialogues. Est-ce que c'est la toute première fois de négocier avec le Rwanda? Moi, personnellement, je ne sais pas, mais je sais que le chef de l'État, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a pris contact avec M. Paul Kagame, il a échangé avec lui, il a parlé avec lui, il a eu le temps de parler avec le chef de l'État burundais, ougandais, et tous les autres qui font partie de l'Afrique centrale et australe. Donc il a beaucoup parlé avec tout ce monde-là. Je ne sais pas si il y a encore un sujet qui reste comme étant en sourdine, qu'on n'a pas traité avec tous ces gens-là. Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais dialoguer avec le Rwanda me paraît comme étant, pour le moment, une trahison. C'est une trahison parce que nous ne pouvons pas continuer avec ce cycle de négociations interminables qui ne profitent d'ailleurs pas à la République. Mais nous devons savoir aussi que le dialogue, quand on va dans un dialogue, on doit maîtriser les contours, on doit maîtriser les objectifs. Donc on ne peut pas y aller pour y aller. Et aller dans une position de faiblesse me paraît tout simplement choquant. Dialoguer aujourd'hui avec le M23 sous couvert du Rwanda, c'est un aveu de faiblesse pour la République démocratique du Congo? Effectivement. J'ai suivi, j'ai essayé de lire quelque part. Il y a eu parmi plutôt nos amis qui sont dans ces mouvements qu'on appelle communément M23, la plupart des généraux, des officiers qui sont dans cette structure font partie de notre armée. Et je ne sais pas pourquoi ils ont pris les armes. Moi, personnellement, je ne sais pas. Parce qu'ils sont dans l'armée congolaise. Et, bon, on va négocier maintenant autour de quoi? Mais ils ont fui l'armée pour aller faire quoi? Mais cette sollicitation faite ouvertement par Vital Kamerhe, cette proposition faite ouvertement par Vital Kamerhe, ce ne serait pas un ballon d'essai, parce qu'on a vu ici politiquement, si on doit analyser les faits, on a vu l'arrivée des Américains qui sont venus, ils sont rentrés avec le président de la République, le représentant, l'ancien président nigérian qui est venu, d'ailleurs qui était à la base de la séparation du Soudan et du Soudan du Sud, il était ici en République démocratique du Congo. Est-ce que ce ne sont pas des signes qui annonçaient déjà les propos de M. Vital Kamerhe? Nous, Congolais, nous devons nous prendre au sérieux. Nous devons vraiment gérer correctement notre pays et nous devons mettre du sérieux dans notre armée. Et si nous sommes sérieux dans tout ce que nous faisons, le Rwanda ne peut rien faire contre nous, même si les autres interviennent de gauche à droite, parce que nous-mêmes, nous sommes à même de nous défendre si nous sommes sérieux. Mais donc, vous savez... Le temps nous a prouvé le contraire. Lorsqu'on parlait de l'agression, on a commencé par dire les traîtres sont au niveau de l'Assemblée nationale. Ils soutiennent les groupes armés. Après cela, il y a eu l'état de siège qui, aujourd'hui, dont le bilan n'est pas positif. Aujourd'hui encore, on avait lancé, on voit par-ci, par-là, le remaniement, par exemple, au niveau de l'armée et qu'on sort. Tout cela n'a pas réussi.
Si aujourd'hui on doit dialoguer, ça veut dire qu'on devrait d'abord commencer par dire aux Congolais que toute cette approche, parce que même la voie diplomatique n'a pas réussi. On a vu Karega ici qui est venu pour le compte de l'après-COP 27. On dira que tout ce qui a été fait n'a pas réussi. J'ai l'impression que nous ne mesurons pas très bien la grandeur de notre pays et puis parfois nous jouons avec le feu et puis j'ai un peu du mal à maîtriser aussi ce que nous voulons réellement, nous Congolais. Parce que on ne joue pas avec la République. Nous avons une seule République. Et peut-être que les autres en ont deux, mais moi je sais que moi je n'ai que le Congo. Et nous devons mettre du sérieux, comme je viens de le dire, mettre du sérieux dans la gestion de notre pays, dans l'armée, dans la gouvernance, parce que tout est autour de la gouvernance. Imaginez, on peut débloquer l'argent pour l'armée aujourd'hui. L'argent n'arrive pas là où se trouve notre armée qui combat sur terrain. Parce que nous avons fait l'évaluation de l'état de siège. Donc il y a un sérieux problème. L'argent se consomme ici dans la ville de Kinshasa. Au lieu que nos compatriotes qui militent sur terrain puissent en tirer profit, mais ce sont ceux qui sont ici sur terrain qui en tirent profit. Donc il fallait que nous puissions avoir une politique de sanction dans notre pays. Monsieur le député, ça ne reste que des discours. Parce que depuis que l'on parle de ce phénomène où l'argent se bouffe, l'argent de l'armée est mangé ici à Kinshasa, la capitale, on n'a jamais arrêté personne. Qui doit sanctionner? Personne n'a jamais été jugé. Qui doit sanctionner? Mais finalement, on va rester à parler. La population ne croit plus à ce qu'on dit parce qu'on se dit finalement, vous annoncez des choses. Vous avez annoncé qu'il y avait justement des députés qui soutenaient les groupes armés. Jusqu'aujourd'hui, on n'a arrêté aucun député qui soutenait les groupes armés. Aucun, même préventivement, il a été de manière préventive jugé, aucun. On a parlé aujourd'hui de l'argent de l'armée qui est bouffé ici, en lieu et place d'être consommé dans les lieux de combat. Il n'y a aucune arrestation, il n'y a aucune enquête qui a été effectuée aujourd'hui. Finalement, ça reste des discours pour calmer la population où finalement, l'on devrait reconnaître les responsabilités, c'est-à-dire au niveau de la gouvernance, il y a un réel problème de gestion. C'est ce que je viens de vous dire, que la gouvernance dans notre pays reste encore à désirer. Je viens de dire ici que nous devons mettre du sérieux dans ce que nous faisons comme travail. S'il n'y a pas du sérieux, qui va nous prendre au sérieux si nous-mêmes, nous ne voulons pas nous prendre au sérieux? Madame, je crois que dans notre pays, nous avons tout un mécanisme, nous avons toutes les institutions possibles pour sanctionner. Et il appartient à l'armée, donc nous avons la justice militaire qui est appelée à s'occuper de tous ceux qui volent et tous ceux qui bouffent l'argent de l'armée ici à Kinshasa. Donc nous, en tant que députés, nous avons fait le travail sur l'état des sièges, sur l'évolution de l'état des sièges, sur l'évaluation de l'état des sièges. Il appartenait à la justice de se saisir de ces dossiers et la politique également, l'exécutif. Il appartient à l'exécutif de les faire. L'exécutif a dit que le bilan, il est bon, il est positif. Le Premier ministre est descendu sur le terrain, il a dit que le bilan de l'état de siège est positif. Ce n'est pas à nous, autorités, de dire que le bilan est positif. Il appartient à la population de dire que notre bilan est positif. Je suis toujours contre certaines déclarations des politiciens que nous sommes. Donc, nous ne pouvons pas crier que non, nous avons tout fait, nous avons réalisé ceci et cela. Mais il appartient à notre peuple de dire que non, voilà, nous avons fait confiance à vous, vous avez fait ce que nous voulions, à ce moment, aller de l'avant, nous sommes contents, et ainsi de suite. Mais pas nous commencer à crier que non, nous avons fait ce que les anges n'ont jamais fait. Ce n'est pas du tout normal. Notre pays, le sérieux problème est que nous n'avons pas la philosophie de notre Constitution. Nous avons la Constitution qui fait évidemment la répartition des responsabilités, mais la philosophie de notre Constitution n'existait pas. Parce que tout ce qui est écrit dans la Constitution et tout ce qui est écrit dans nos différentes lois sont restés comme étant des lettres mortes. On n'applique pas. Et dans un pays où le respect des textes n'est pas l'habitude, c'est vraiment du chaos parce qu'on ne ferait absolument rien. On peut voler, personne ne peut être sanctionné. On peut insulter
personne ne peut te sanctionner. Donc on considère les mots comme étant de valeur. Voilà la difficulté de notre pays. Il faut que nous puissions mettre du sérieux, il faut que nous puissions avoir une bonne moralité, une bonne éthique. Et notre classe politique aujourd'hui n'a pas d'éthique, et notre classe politique aujourd'hui n'a pas de moralité. Et c'est difficile de se comporter comme un homme sérieux qui peut travailler pour l'intérêt des autres. Mais en face de cela, il y a des faits. Il y a des faits. Par exemple, la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des faits, par exemple, du côté de Mai-Ndombe avec ce conflit intercommunautaire qui a atteint des proportions assez un peu plus compliquées. On ne peut plus à ce jour parler de conflit Tekeyaka. Apparemment, ça devient autre chose. Et on ne sait pas dire à la population, dire à nous, il y a quoi exactement, comment on peut maîtriser cela, parce que les discours divergent. Tantôt, c'est l'armée qui va suivre la situation, tantôt on appelle les chefs coutumiers, tantôt c'est les acteurs politiques qui descendent sur place, qui disent il n'y a rien. Finalement, qu'est-ce qui devra être fait dans l'ensemble pour que la population puisse être rassurée? Parce qu'on se dit, 2023 c'est une année électorale. 2023, une année électorale qui va se passer comment? C'est des prétextes politiques justement pour ne pas tenir les élections en 2023? La question mérite d'être posée à ce jour. Vous savez, moi-même, j'ai été choqué quand j'ai suivi les trois gouverneurs de l'ex... Du Mai-Ndombe, du Kwango et du Kwilu. Qui sont venus ici, ils ont fait des déclarations qui... Bon, j'étais moi-même vraiment peiné. Dire que nous, voilà, nous demandons au chef de l'État, nous demandons au Premier ministre, nous demandons au président de l'Assemblée nationale, du Sénat, d'intervenir parce que le pays... C'est vraiment de l'irresponsabilité. Nous devons apprendre à mettre sur... donc pour gérer nos provinces, gérer nos institutions, des hommes compétents, des hommes qui ont des visions pour que les choses aillent de l'avant. Quand une autorité se déplace pour venir pleurnicher ici, que le chef de l'État, il faut qu'il intervienne, mais pourquoi vous êtes autorité? Pourquoi vous êtes gouverneur? Est-ce qu'un gouverneur peut vraiment être incapable de mettre de l'ordre dans son entité pour un conflit qui concerne des communautés? Si le gouverneur était capable, mais pourquoi les garder comme gouverneur? Ça ne sert absolument à rien. Donc, vous savez, dans notre pays, c'est plutôt les gens qui dansent, qui sont là dans les djalélos, qui sont promis. C'est comme ça dans notre pays. Nous ne tenons pas compte des compétences. Même si c'est un monsieur qui n'a rien dans sa tête, mais comme lui, il chante très bien pour la gloire du chef, mais on les met, on lui donne des responsabilités. Maintenant, comment résoudre cela? Résoudre cela à ce jour par rapport au contexte actuel du pays? Pour résoudre ces problèmes, il appartient à ceux qui dirigent d'être conséquents. On ne peut pas aimer la République et donner des responsabilités à des gens qui ne sont pas en mesure d'assumer convenablement leurs responsabilités. Ça ne peut pas marcher. Donc, les gens qui n'ont pas de compétences, les gens qui n'ont pas de CV fourni pour diriger la chose publique, ils viennent faire les stages au sommet des institutions. Ce n'est pas concevable. On vient faire les stages à la tête de la province. Mais comment on va gérer la chose publique? Est-ce qu'il appartient au chef de l'État d'être gardien d'une province? Pourquoi on est gouverneur? Pourquoi donc tous les services de l'État sont représentés au niveau des provinces? Nous avons l'ANR, nous avons DG, nous avons DEMIAP, nous avons l'Assemblée provinciale, nous avons la police, nous avons l'armée au niveau de nos provinces. Mais les services de sécurité sont là. Mais quand les députés provinciaux sont à la merci des gouverneurs? C'est évidemment parce qu'on a... Qui va interpeller qui? Évidemment. Parce que les choses devront se passer au niveau de l'Assemblée, au niveau des assemblées provinciales. Quand nous avons des députés qui sont manipulés comme des petits-enfants, c'est ça la conséquence. J'ai suivi hier sur une chaîne, quand je conduisais, on m'a dit, non, il y a dans une province où la clé de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale était remise au gouverneur. Parce que l'Assemblée était fermée, on a suspendu les activités, on a remis la clé au gouverneur. Mais on remet la clé au gouverneur. Cela signifie que le gouverneur est le chef de l'Assemblée. Ce qui ne devrait pas être le cas. C'est inacceptable dans un pays sérieux.
Donc, on peut les députés eux-mêmes ne sont pas en mesure même de faire tomber ces gouverneurs. Et d'abord, je me pose la question, le ministre de l'Intérieur, qui lui a donné le pouvoir de suspendre les activités des assemblées provinciales? Qui lui a donné ce pouvoir? C'est quel texte? C'est quelle constitution? Donc, nous avons dans notre pays les institutions de la République qui peuvent mettre du sérieux, qui peuvent éteindre le conflit entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Nous avons ces institutions. De par la Constitution, le ministre de l'Intérieur n'a pas des injonctions à donner à l'Assemblée provinciale. Parce que l'Assemblée provinciale n'est pas sous tutelle du ministre de l'Intérieur. L'Assemblée provinciale n'est même pas sous tutelle du Premier ministre. Comment on peut s'ingérer dans la gestion de l'Assemblée provinciale? C'est pratiquement inconcevable. Et le ministre de l'Intérieur, parfois, il se comporte comme étant le patron des gouverneurs. Il n'est pas patron des gouverneurs. Le gouverneur ne dépendait pas du ministre de l'Intérieur. Donc, le ministre de l'Intérieur ne joue que... il n'est que... il est tout simplement intermédiaire, interface du gouvernement central. Donc, il n'est pas le patron des gouverneurs. Les gouverneurs, tels que vous les voyez, ils sont responsables devant le gouvernement central uniquement pour les matières qui relèvent de la compétence du gouvernement central. Parce que il y a des matières qui relèvent de la compétence du gouvernement central. Le gouverneur, comme il est au niveau de la province, c'est lui qui gère, qui s'occupe de ces matières-là. Mais lui n'est pas responsable devant l'Assemblée provinciale à ce qui concerne la gestion de la province. Non, ça n'existe pas, il n'y a aucune disposition. Nous avons déjà dit ça à maintes reprises. Lui, il est venu s'accrocher à ce que faisaient ses prédécesseurs. Et nous avons crié sur ses prédécesseurs quand nous étions dans l'opposition. Mais nous venons nous engouffrer encore dans le même système pour s'aimer les chaos. Mais en tout cas, je ne sais pas ce que nous cherchons finalement. Donc, le pays n'a pas de chance. Monsieur Paul Odiane, un dernier mot. Le dernier mot est tout simplement de dire que moi, je ne suis pas pour la négociation entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, parce qu'on va négocier d'abord sur quel sujet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans le fameux 1-23, tous ces gens-là, les généraux qui sont là, les officiers qui sont là, ils étaient déjà dans l'armée nationale. Donc, s'ils veulent revenir dans l'armée nationale, ils n'ont qu'à revenir. Mais est-ce qu'il faut négocier pour que ces gens-là réintègrent l'armée? Moi, je ne sais pas. Et nous devons cesser avec le cycle de réintégration des rebelles dans notre armée. Dans notre armée, nous avons beaucoup d'officiers, tout simplement des officiers inefficaces, qui n'ont jamais suivi les cours militaires et qui n'ont jamais mené une guerre professionnelle, mais ils sont des officiers dans l'armée. Les autres ne savent même pas écrire. Mais ils sont des officiers, ils sont des généraux, ils sont des majors, ainsi de suite, ou colonels, je ne sais même pas, mais qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire. Mais ils sont devenus des généraux sur base de quoi? Parce que devenir général, il faut suivre un cursus normal. C'est un corps organisé, l'armée. C'est comme la magistrature. Tu ne peux pas quitter, tu ne peux pas être engagé comme magistrat aujourd'hui. Une année après, tu deviens procureur général de la République. Ça ne peut pas se faire comme ça. Il faut suivre les cursus normal. Et on nous classe toujours comme état, j'ai essayé de lire les classements africains pour 2022. Nous occupons, je crois, si je ne me trompe pas, 11e place en Afrique. Sur le plan de équipement personnel et l'efficacité de l'armée. L'efficacité, tout ça. Mais notre armée qui est bien cotée, mais n'arrive pas à faire face sur terrain tout simplement parce qu'il y a l'affairisme dans ce qui se passe sur terrain. Nous demandons à tous nos compatriotes d'aimer la République. Aimer la République, c'est donner pour l'intérêt général. Aimer la République, cela signifie tout simplement que si on te donne l'argent, on te donne 1000 $, donner aux autres, aller servir de ces militaires avec cet argent parce qu'ils ont des familles, ils ont laissé leurs épouses, leurs enfants sur terrain pour bien combattre. Ils doivent être contents que non, nous sommes servis par notre République. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier, madame. Et mesdames les téléspectateurs, cette fois-ci, nous allons prendre notre deuxième dossier.